Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On va parler donc de ce qui se passe sur le Bitcoin. Il y en a qui perdent déjà patience, mais c'est pas possible de perdre patience alors qu'on est au début de quelque chose qui peut durer plusieurs trimestres. Donc je vais vous faire un petit parallèle avec ce qui s'est passé lors de la dernière bulle sur le Bitcoin, vous montrer un petit peu le développement, ce à quoi il faut s'attendre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Vous allez voir qu'on ne s'attend pas à quelque chose qui va monter en ligne droite sur la Lune. Ça arrive notamment plutôt en dernière partie du mouvement sur une bulle spéculative et c'est ce qu'on s'attendra à voir dans plusieurs trimestres sur le Bitcoin. Je vais vous montrer aussi l'IOS, l'Ethereum. On va parler des grandes classes d'actifs sur le moyen long terme qui sont en train de décoller cette année. C'est des paris très long terme que j'ai mis en fond de portefeuille, dont je vous ai relayé des prises de position tout au long de l'année et je vais vous en reparler en rajoutant un actif qui est très intéressant en ce moment, même deux. Je vais vous parler de deux nouveaux actifs pour le long terme qui sont intéressants. Je vais faire un petit point notamment sur le CAC 40. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé du CAC 40. Il y a une décorrélation qui risque de se mettre en place pour l'automne de cette année avec notamment les indices européens et américains qui pourraient reprendre la vedette par rapport au marché américain, par rapport au SP500, notamment les grosses capitalisations. Et enfin, je vous ferai un petit cas pratique sur un swing trade daily, sur une requête de marché qui s'est mis en place là très récemment. Et encore une fois, l'idée c'est d'améliorer vos compétences en spéculation et d'éveiller votre conscience sur ce qu'est la spéculation par rapport aux doux rêves que vous croyez que pourrait être la spéculation. Ce sont deux mondes complètement opposés et différents et moi ma petite mission, mon petit rôle du samedi, c'est de vous éveiller à ce qu'est la spéculation, l'investissement en bourse quand on veut vraiment s'y intéresser. Allez, c'est parti. Allez, analyse du Bitcoin. Donc, on a toujours cette séquence de hausse. Donc, on a eu le breakout la semaine du 27 juillet. Donc là, on est toujours en train d'évoluer au-dessus du pivot de cette belle petite pattern bien tight ici en hebdomadaire. Donc, cette semaine, on a une nouvelle séance, une nouvelle semaine de hausse, mais vous voyez qu'on est en train de consolider. Alors, je vais vous passer ça en journalier. Donc, vous avez la grosse image, 2015, 2016, 2017. On est dans un énorme triangle chartiste depuis 2018. On est en train de s'en échapper. Donc, ça veut dire que la tendance, là, pour le moment, le scénario le plus probable, c'est boum, celui-ci, exactement comme ce qu'on a eu là. Vous voyez, ici, on avait eu le breakout en mai, donc la troisième semaine de mai 2016. Donc gros triangle chartiste, ça contracte sur la fin, on a le breakout et après on a la grosse tendance. Vous voyez que cette grosse tendance, elle n'est pas partie en 3 jours. C'est pas un mouvement intraday où on prend position, on revend dans la journée. C'est une prise de position sur plusieurs trimestres. C'est une vague séculaire. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce terme séculaire parce que ça implique le terme siècle. Mais voilà, sur toute l'existence du Bitcoin, on est dans un marché haussier séculaire parce que depuis que le Bitcoin existe, eh bien il ne fait que monter. Et pour le moment, l'impulsion long terme reste haussière. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme séculaire, même s'il peut être un petit peu abusif. Les crypto-monnaies sont des classes d'actifs qui sont extrêmement dans l'abus quand on voit l'upside qu'elles peuvent nous générer en termes de profit par rapport à ce qu'on risque. Quand on met une pièce de 1 et qu'on peut récupérer une pièce de 50 ou une pièce de 100 derrière, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a jamais existé dans l'histoire passée de tous les actifs cotés sur les marchés financiers, sur les places financières, et je pense que ça ne reviendra pas dans le futur. On verra bien entendu, mais là vraiment on vit une époque qui est absolument formidable et savoir comprendre comment spéculer et avoir cette classe d'actifs qui est entre nos mains et qui est accessible à nous petits particuliers. Faut savoir qu'à l'époque, les classes d'actifs étaient surtout accessibles aux gros investisseurs, aux fonds institutionnels. Là maintenant, on a accès à ce genre de choses. C'est juste, il faut se réveiller vraiment, il faut apprendre à spéculer. On est dans une époque très particulière où il peut se passer des choses très intéressantes si on sait saisir ce type d'opportunité. Bref. Tout ça pour vous dire que, vous voyez qu'on a eu en mai, alors je vais récupérer la main, voilà, on a eu ce breakout ici. Là,
tout le monde s'excite, voilà, imaginons qu'on est, voilà, on est à 3 semaines du breakout, exactement comme actuellement, ça monte, ça monte, ça monte, et puis après il va se passer plus rien pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là tout le monde va se dire, ah mais en fait c'était un feu de paille, etc. Sauf que quand on comprend l'analyse des cycles, on se dit non, non, c'est pas un feu de paille, on a eu le breakout, le top signal, il a été déclenché, il a été signalé, là on est simplement dans une première consolidation, la consolidation elle est belle, elle est parfaite, et dès que ça va casser par le haut, donc là c'était le 10 octobre 2016, ça va repartir. Et le plus probable, c'est que ça s'enchaîne à ce rythme-là pendant plusieurs trimestres et que sur la fin de la vague c'est de plusieurs trimestres, c'est toujours une vague irrationnelle où tout le monde, la grand-mère, le taxi, le coiffeur se mettent à acheter et là on n'a plus le temps de voir ces marches se construire puisque ça ne fait que monter comme ça à la verticale. Donc là vous voyez qu'on a eu une marche ici, une deuxième marche ici, une troisième et après ça s'est accéléré, on ne voyait même plus les marches d'escalier tellement voilà les consolidations étaient petites et ça ne faisait que monter. Donc là c'est pareil, c'est le même type de rythme qu'il faut s'attendre à voir se développer sur le Bitcoin si on est vraiment bien entré dans ce nouveau marché haussier, c'est-à-dire qu'au début on va avoir un mouvement qui sera long et régulier avec des marches d'escalier qui vont être assez longues dans le temps et qui vont peut-être voilà, vous inspirez peu de confiance ou vous dire mais ça monte pas comme j'aimerais que ça monte, mais c'est normal. Le mouvement il s'accélère de plus en plus au fil du temps, au fil que ça monte, ça devient chaud, c'est une espèce de patate chaude que les médias relayent de plus en plus et il y a de plus en plus d'investisseurs qui rentrent dessus au fil que le mouvement se développe. Donc c'est tout à fait logique qu'on ne parte pas directement sur la Lune en l'espace d'une ou deux séances. Cependant, ce signal, il est là, il est clair, il est net, on est en sortie de grosses consolidations moyen-long terme. Donc là, c'est pas le moment de lâcher ses positions, à mon sens. Encore une fois, c'est juste mon point de vue. C'est plutôt le moment de prendre position que de lâcher ses positions. Ce qui peut nous faire vraiment croire en ce scénario, c'est les deux autres devises que j'avais l'habitude de suivre pendant le marché aussi, les deux autres crypto-monnaies, les deux autres... voilà, les deux... On avait l'EOS et donc l'Ethereum que j'aimais bien suivre. Donc là, vous voyez que cette semaine, on a validé sur l'EOS contre le dollar américain le breakout puisqu'on avait cette petite structure ici avec le pivot qui avait été cassé au mois de juillet, mais c'était une cassure très timide. La semaine dernière, à nouveau, on a eu la cassure, on était sur une clôture validée. Et là, cette semaine, on a vraiment la belle séance qui clôture bien au-dessus du pivot. Donc, vous voyez que ce gros triangle de consolidation qui est celui qui tombe avec la consolidation chartiste du Bitcoin, eh bien il est en train d'être cassé là, on est en train de partir, c'est une impulsion, donc on a le même type de signal sur le Bitcoin, le même type de signal sur l'EOS, et vous allez voir que sur l'Ethereum, c'est exactement pareil, on a eu la cassure le 20 juillet, donc c'était une cassure qui était beaucoup plus précoce que sur le Bitcoin et l'EOS, mais voilà, encore une fois, une grosse consolidation depuis 2018, on a cassé et là on est dans le trend, donc il y a deux résistances à aller taper, donc il y en a une autour des 680 points et une autour des 1200 points. Donc tout est en phase pour la phase de lancement. On est sur une phase de lancement. J'ai rien d'autre à dire. Alors vous le savez, si vous me suivez régulièrement, dans les actifs, les classes d'actifs sur le long terme qui entrent en portefeuille cette année, enfin en tout cas que moi j'ai fait entrer dans mon portefeuille parce que j'estime qu'il y a un bon potentiel d'appréciation, on a les biotechnologies dans ce secteur qui est un petit peu plus large que les biotechnos, il y a pas mal d'autres sous-secteurs, les biotechnologies sont un sous-secteur. Donc investir sur un tracker de type biotechnologie, ça peut être très intéressant parce que je vous l'avais montré notamment sur le tracker IBB, on a donc sur du très long terme, 2000 à 2010, un secteur où il se passe pas grand chose, ensuite on a eu en 2011 jusqu'en 2015 une belle vague d'impulsion et ensuite entre 2015 et cet été au final une grosse consolidation. Donc là on casse, on est sur du mensuel, donc on est sur des niveaux de prise de position pour surfer un nouveau cycle de hausse qui peut être très intéressant. Donc moi j'en ai mis en fond de
portefeuille, vous faites ce que vous voulez, mais ça fait partie des actifs qui ont du potentiel, qui ont un risque-reward très intéressant, bien au-delà de 1 pour 3. Et si vous ne savez pas suivre une tendance, si vous ne savez pas mettre de stop loss, etc., vous pouvez simplement mettre ça en fond de portefeuille pour, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5% de votre portefeuille et laisser respirer la position pendant plusieurs années. Dans cette même veine, on a les minières, hein, je vous rappelle, on a 7 actifs. Alors moi j'ai pris position sur le tracker Ring, il y en a plein d'autres trackers, il y en a plein d'autres ETF sur le marché européen. Vous avez des trackers qui reproduisent les minières américaines. Donc allez voir du côté de chez Lyxor et Amundi qui sont des émetteurs de trackers pour les résidents européens. Je vous rappelle que la prise de position idéale était autour de ces niveaux-ci. Donc là on était juste avant la crise du Corona, on était juste après la crise du Corona. Donc on avait du temps pour prendre position. Donc là ça y est, c'est en train de partir. On a vraiment un gros potentiel de hausse pour les minières, surtout que l'or est entré dans un bull market sur le moyen long terme. On est rentré dans un nouveau cycle, un cycle sur cette classe d'actifs. Donc les minières devraient suivre. Et encore une fois, ce qui est pas mal avec ces deux classes d'actifs, c'est qu'elles sont décorrélées de ce qui se passe sur le SP500 et sur les obligations d'État à long terme. C'est des classes d'actifs qui, quand on les met en fond de portefeuille, si d'autres actifs dans le portefeuille se déprécient, en principe, ces classes d'actifs ne vont pas forcément se déprécier. Et inversement, c'est pas parce que les autres classes d'actifs du portefeuille s'apprécient que celles-ci vont se déprécier. C'est décorrélé et c'est tout l'intérêt de trouver des classes d'actifs qui sont décorrélées les unes d'entre elles pour constituer un portefeuille qui est le maximum de potentiel haussier sans intégrer, sans ajouter de la volatilité négative en plus. Dans cette même veine, bien entendu, il y a les cryptos, il y a le Bitcoin qu'on peut ajouter et je voulais vous parler aussi de la Chine. Donc la Chine a effectué son breakout c'était le mois dernier, hein. Alors il y a plusieurs trackers qui existent pour reproduire un petit peu ce qui se passe sur le marché chinois, mais vous le voyez ici, le mois de juillet, on a eu le breakout, là on est en plein mois d'août. Pour moi, la prise de position intéressante, ce serait davantage sur une petite retrace sur la zone verte que je vous ai mise ici. Donc en fonction du tracker chinois que vous allez analyser, vous serez plus ou moins haut par rapport au pivot, mais si vous souhaitez prendre position sur ce type d'actifs pour du long terme, encore une fois, hein, c'est des données en mensuel, c'est des opportunités en mensuel, il faut que vous ayez cette configuration. Donc une hausse au préalable et une contraction de la volatilité avec une belle base qui est formée, avec des fluctuations qui se réduisent sur la fin de la base et puis boum, le breakout. Donc la prise de position dans l'idéal se fait autour du pivot, légèrement au-dessus et il faut que le breakout soit validé. Si vous rentrez trop au-dessus du pivot, c'est pas forcément non plus l'idéal, surtout quand on fait pas du trend following. Quand on fait du trend following sur le long terme, on peut optimiser tout ça, hein. Mais là, de la façon dont je vous la communique dans cette vidéo qui est grand public, où j'essaye d'être le plus simple possible. Par exemple, les biotech, quand on fait du swing trading sur les biotech, de manière générale, je déconseille de faire du swing trading sur les biotech parce qu'il y a toujours un risque de gap baissier qui est assez important sur une news inopinée. Un gap baissier, c'est une ouverture des cours de bourse de l'ordre de moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. Donc si vous n'êtes pas au fait de cette réalité qui existe sur les biotechnologies, vous risquez de vous prendre des grosses claques, tout simplement. Alors, soit vous avez compris que ça existe et que ça arrive régulièrement et vous utilisez un money management en conséquence. Donc ça, j'explique dans l'école, encore une fois. En plus, on entre dans un super cycle de hausse sur les biotech, donc ça va être des actions qui vont être retournées régulièrement sur nos screeners au cours des prochains trimestres et les prochaines années. Soit vous achetez un tracker et de cette manière-là, le tracker, il est constitué de 50, 100, 200, 300 actions, même plus. Du coup, quand il y en a une qui ouvre avec un gap baissier, le tracker, lui, il bronche pas, il bouge pas, puisque la pondération, elle est faite sur tellement d'actions que l'impact sera ridicule. Donc, voilà, si les biotech vous intéressent et que vous êtes vraiment réfractaire à la spéculation, à la technique, les techniques de spéculation, l'idée, c'est d'en avoir en fond de portefeuille et puis de pas trop se compliquer la vie.
Encore une fois, j'adapte mon message à la vidéo du samedi puisqu'on est dans une vidéo où vous n'êtes pas forcément formé, vous n'avez pas été forcément formé dans mon école ou via mes formations. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Pour le moment, il y a le tracker chinois. S'il y a une petite retrace au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, on aura probablement une opportunité de prise de position qui sera intéressante. J'ai pas pris la position là-dessus, mais voilà, je suis alerte. On a quoi d'autre? Allez, je vous avais déjà parlé du silver. Le silver a déjà bien décollé, hein, vous voyez qu'on est vraiment très haut. L'idéal, ça pouvait se produire, ce serait qu'il y ait une retrace, vu que c'est un actif qui est très volatile, une retrace vers les 19, vers les 20 dollars pour ceux qui veulent surfer une tendance long terme. Voilà, s'il y a une retrace de cet ordre-là, à mon avis, ce sera une zone de prise de position qui sera extrêmement pertinente, sachant que voilà, les métaux précieux sont en train de rentrer dans un nouveau cycle. Hein. Encore une fois, ce cycle, il a été initié au mois de juin 2019 par l'or, et là on avait le palladium aussi qui a extrêmement bien performé, et on a les autres, le platinium, l'argent métal, qui sont en train de suivre dans ce secteur des métaux précieux. Analyse du SP500, une nouvelle semaine de hausse encore. Hein. On a donc un été et un mois d'août qui est très sympathique. Hein. Donc la semaine dernière, on était sur cette barre-là. Cette semaine, on est à nouveau sur une barre de hausse qui est très timide. On arrive sur le tutoiement de la zone de résistance, zone majeure qui va être très compliquée encore une fois à passer à mon sens, hein, puisqu'on est au final, hein, quand on regarde la grosse image, vous voyez qu'on est dans un énorme range. On est allé chercher à 2 reprises ce niveau de support avec énormément de volatilité pendant la crise Corona. On a eu un retour de bâton à la hausse tout aussi violent qu'à la baisse, enfin un peu moins violent mais avec la même amplitude. Ça y est, c'est retracé. Je vais vous montrer un petit peu en journalier où ça en est. Vous voyez que là, on est vraiment à quelques points de notre objectif chartiste ici. Donc pour le moment, le mouvement de hausse à court terme, hein, il est absolument pas invalidé. On est toujours dans la dynamique. Cependant, voilà, une fois qu'on va commencer à traverser cette zone-là, ça va devenir de plus en plus compliqué de tenir le mouvement. Au moins, on s'attendra à on va dire une consolidation, une correction, une consolidation de l'ordre sur du court terme. Ça devrait être de l'ordre de 5-6%, donc rien d'affolant. Mais voilà, faut savoir que quand la bourse monte comme ça en ligne droite, hein, on a l'impression que ça va durer tout le temps. Et puis quand ça chute d'un coup, enfin quand ça chute en général, ça chute voilà, de 7%, 5, 6, 7% en l'espace d'1 à 2 séances et ça choque tout le monde. Et tout le monde se réveille en se disant mais en fait ça ne va pas monter comme ça pendant des années, la bourse c'est risqué, j'enlève toutes mes billes de la bourse. Et puis une fois que la première vague de baisse elle est passée, ça consolide et ensuite on repart sur une nouvelle vague de hausse. Donc bien entendu, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines là depuis le mois d'avril, il y a peu de chances pour que ça continue en ligne droite parce que voilà, cette résistance bloque. Cependant, le scénario privilégié avec on va dire le background des banques centrales hein, qui se mettent, vous savez, la Fed maintenant a le droit d'acheter directement des actions sur le marché, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. La Banque du Japon avait le droit s'était octroyé le droit de le faire. Mais jusqu'à présent, la Banque centrale américaine, la Fed, ne le faisait pas. Maintenant, c'est bon, c'est parti. Ils ont les autorisations légales pour le faire. Donc, il y a peu de chances hein, pour que, tant qu'on restera dans ce paradigme-là, il y a peu de chances pour qu'on assiste au fameux scénario catastrophe avec un retour vers les plus bas de 2008, hein, c'est-à-dire un retour vers les 700 points. Après voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais les banques centrales tiennent quand même vraiment les rênes. Et dans ce contexte-là, le scénario que je privilégie davantage, c'est une stabilisation des cours pendant l'automne de cette année, avec un nouveau bull market pour 2021. Encore une fois, la bourse monte à long terme. On est dans un paradigme où des quantités gigantesques de monnaie sont imprimées et servent à acheter des actifs cotés en bourse et à entretenir des bulles. Donc, dans ce contexte-là, j'ai un scénario qui est privilégié et je vous le partage de toute façon depuis des années. Ce scénario est toujours le même, une hausse des bourses sur le long terme. Bien entendu, il y a des chocs de volatilité à court terme, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et prédictible, il se passe toujours des choses, mais l'image à long terme que l'on doit garder, que l'on doit privilégier à mon sens,
tant que les banques centrales agissent de la sorte et que c'est validé par les marchés financiers, puisque au final, elles deviennent plus ou moins maîtres des marchés financiers, bah, ce scénario est celui que je privilégie dans ces vidéos hebdomadaires. Allez, j'en profite pour vous faire une petite analyse assez rapide du CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas montré notre cher indice Cocorico, l'indice des communistes, du communisme. Excusez-moi, on n'est pas tous communistes en étant français. Donc voilà, on a la crise Corona, boum, ça dégringole. On a ensuite un double creux ici, boum, un creux, un deuxième creux. Vous voyez toujours que ces structures impulsives ont toujours cette formation tight, serré, on a le creux, ça se resserre, boum, on casse par le haut. Ensuite là, on a une consolidation qui est bien serrée. Ça, quand ça s'organise comme ça, c'est très propre, c'est très facile de comprendre que on évolue en dessinant des marches d'escalier. On n'est pas dans un univers chaotique où on ne comprend rien, où il y a un bruit de marché qui est trop fort et on ne sait pas ce qui va se passer. Là, bien au contraire, quand il y a de la volatilité et que les opérateurs agissent, on va dire agissent en ordre de bataille, on a une belle structure et on comprend ce qui se passe. Donc là pour le moment la dynamique elle est haussière, on est sur un rebond haussier avec toujours ce gap là à combler et les derniers plus hauts historiques à aller combler. Alors le scénario, je sais qu'il est un peu contradictoire avec le scénario américain, puisque aux US on est déjà sur la zone de résistance alors que là on a encore du potentiel de hausse. Donc ce qui peut se passer, c'est ce qui s'est passé sur les US, c'est ce qu'on appelle une décorrélation entre le marché européen, français et le marché américain. Donc ce qui s'est passé, c'est que les US, eux, ont monté alors qu'en France, il se passait rien, ont continué de consolider. Eh bien, il peut se passer exactement l'inverse pendant l'automne de l'année 2020, à savoir que les US consolident sur leur plus haut historique pendant que l'Europe ou la France fait sa petite vague impulsive et va chercher les derniers plus hauts historiques. Je vous rappelle qu'on est sur l'année présidentielle de réélection ou d'élection du président américain. On verra ce qui va se passer avec Trump, on verra ce qu'il va nous faire dans son show de télé-réalité. C'est des années qui sont assez marrantes à suivre d'un point de vue politique, puisque tout est partagé sur les réseaux sociaux et qu'on a affaire à des zigotos qui n'hésitent pas à en profiter et à en rajouter des masses. C'est des acteurs, c'est des acteurs de télé-réalité. Bref. Du côté de la France et de l'Europe, on a beaucoup plus de potentiel que du côté américain en ce qui concerne la deuxième partie de l'année 2020. Allez, un petit cas pratique pour finaliser cette vidéo de manière à ce que vous en retiriez toujours quelque chose qui appuie vos compétences ou qui améliore vos compétences en bourse. Vous allez voir, je me répète de semaine en semaine, parce que les bonnes opportunités se ressemblent. C'est toujours la même chose, et quand vous ne trouvez pas ce type d'opportunité sur les marchés, tout simplement ne tradez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, l'analyse, excusez-moi, elle porte sur BLNK. Donc regardez cette action. Une énorme base, une large base gigantesque. En réalité, j'aurais pu même la tracer, la large base, depuis l'été 2018. Vous voyez qu'elle dure des trimestres, des années, et que là, boum, on explose cette large base avec des volumes qui sont extraordinaires, des volumes qu'on n'a pas vus depuis, depuis plus de 2 ans. Donc, suite à cette hausse et ces volumes extraordinaires, on a une petite consolidation très propre, de type roquette de marché qui se met en place. On a les bandes de Bollinger qui se stabilisent. Je vous rappelle que les requêtes de marché, ce sont des consolidations qui sont très rapides dans le temps à se mettre en place, et elles sont issues d'une extraction de large base. Il faut que cette petite consolidation, dans l'idéal, elle reste autour des plus hauts, comme c'est le cas ici. On reste autour des plus hauts. On a une tasse avec une petite anse en train de se former, et là boum, donc quand on bien entendu quand ça se forme, l'idée c'est d'aller poser un ordre à plage de déclenchement sans savoir si le lendemain, le surlendemain ou les 5 prochaines séances on va être déclenché. Par contre, si ça casse par le haut, on est pris dans le mouvement. Donc là c'est ce qui s'est passé. Là ensuite on ne sait absolument pas ce que va devenir ce trade. Je veux dire, quand on est là et qu'on pose un ordre à plage de déclenchement, l'idée c'est pas d'avoir de l'espoir pour ce trade plutôt qu'un autre. On ne sait absolument pas si ça va être un trade gagnant ou perdant. L'idée c'est juste de faire ce type de trade x 100, x 1000. Voilà, on veut faire 100 fois, 1000 fois ce type de trade.
Donc là, ça part. Une fois que c'est parti suffisamment fort, on a ce qu'on appelle un trade gratuit, c'est-à-dire qu'on neutralise notre trade, on ne peut plus perdre dessus. On va essayer de prendre aussi, selon le plan de trade que vous utilisez, ces gains assez rapidement. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va surfer une tendance pour s'exposer à un accident positif de richesse. Donc cette action, on ne sait absolument pas ce qu'elle va donner dans le futur. Et c'est pas notre job. Nous, notre job, c'est pas de savoir ce que vont faire les actions. C'est pas de lire l'avenir. Personne n'a de boule de cristal. Notre job, nous, il s'arrête là. Voilà. On sélectionne et ensuite, on applique bêtement notre plan de trade sur le reste de l'opération. Mais notre compétence, celle en tant qu'humain, pour reconnaître les bonnes patterns, pour reconnaître les bons contextes de trading, pour comprendre qu'on est dans un contexte où la vélocité est bonne sur les indices, que sur nos screeners, il y a pas mal de bonnes opportunités qui sont détectées. Quand on a tout ça qui s'aligne, on va vraiment en profiter et enchaîner les trades. Donc ça, c'est vraiment le gros du job du trader. Tous les soirs, il doit être sur ses screeners, les lancer. Il y aura des semaines ou des mois où il ne se passera pas grand-chose. Mais malgré le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, le trader doit systématiquement être là pour que le jour où il se passe quelque chose, bah, il soit là. C'est ça le plus important. Et tous les spéculateurs, les boursicoteurs qui pensent qu'il y a de l'action tous les jours, qu'on peut s'enrichir comme ça tous les jours sur les marchés, juste en achetant, en vendant, en achetant bas, en vendant haut, etc. Je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. J'aimerais bien que ça marche comme ça. Hein. Quand je débutais la bourse, c'était mon rêve que ça marche comme ça. Mais non, il y a des périodes, il y a des cycles. Et là, actuellement, on est dans un cycle où il se passe pas mal de choses, notamment sur les swing daily. C'est le festival. On a des swing hebdo qui se mettent en place aussi. Ça y est, ça revient. Et c'est pendant ce genre de période qu'il faut être actif. Et quand il se passe pas grand-chose, tout simplement, on reste sur la défensive en arrêtant d'espérer que le marché fonctionne comme un distributeur de cash ou comme une fiche de paye. Non, ça ne marche pas comme ça. Avant de nous quitter, je vous ai préparé une petite étude, une petite analyse sur l'impact de notre environnement, de notre alimentation, de nos pensées, sur nos résultats et nos performances en spéculation. Donc je vous laisse découvrir ça, ça dure pas très longtemps, mais j'espère que ça vous aidera à mieux conditionner votre environnement et votre style de vie au quotidien. C'est parti. On sait tous que l'alcool et la drogue modifient notre façon de voir les choses et donc modifient nos prises de décision. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que notre alimentation moderne alterne aussi nos choix, mais sans les effets secondaires de l'alcool ou de la drogue. Je vous laisse découvrir l'étude avant de faire le lien avec la bourse. Vous découvrirez en deuxième partie de cette vidéo comment améliorer vos performances en spéculation. C'est parti. Margaret Morris dirige le seul laboratoire au monde où les rats sont nourris à la malbouffe. Celle que vous trouvez dans les supermarchés et qu'on vous sert dans les fast-foods bon marché. Pour nos expériences, nous utilisons ce que tout le monde mange en Occident. On donne à nos rats des quiches, des frites, des gâteaux et des biscuits. Cette nourriture pas chère est toute préparée. On reproduit les habitudes alimentaires du monde occidental. Pour ce test, la chercheuse place des objets dans l'environnement d'un rat. Celui-ci vient immédiatement les examiner, car les rongeurs sont très curieux par nature. Une fois que l'animal a terminé son exploration et mémorisé son environnement, il est momentanément mis à l'écart. Puis on remet l'animal en présence du même objet que l'on a changé de place. À son retour, le rat passe plus de temps à examiner l'objet qui a changé de place, car l'autre, il le connaît déjà. Il est gravé dans sa mémoire. Les rats suralimentés, eux, se comportent différemment. On a observé que les animaux qui mangent très gras, très sucré, ont du mal à se rendre compte, à se rappeler que l'objet a été déplacé. Contrairement aux rats qui ont mangé sainement, ceux qui mangent gras ou sucré passent autant de temps à explorer les deux objets, ce qui trahit une altération de la mémoire spatiale. Les rats suralimentés ont une mémoire spatiale abîmée.
mais aussi d'autres dysfonctionnements qui sonnent comme un signal d'alarme pour les scientifiques. Ils trahissent une altération de l'hippocampe, une petite région nichée au cœur du cerveau, indispensable à l'apprentissage et à la consolidation des souvenirs. Et les dernières études montrent que, chez l'homme, une alimentation trop riche interfère aussi avec l'hippocampe. Ok, donc là, la messe est dite, si l'on mange trop transformé, trop gras et trop sucré, on se retrouve perdu dans notre propre maison. Alors je n'ose même pas imaginer la catastrophe quand il s'agit de spéculation, car, je vous le rappelle, la spéculation repose essentiellement sur notre capacité à repérer des formes dans un espace visuel. Lorsque l'on ne sait pas quoi regarder, on a l'impression que les courbes de bourse représentent le chaos. Mais le chaos est un ordre qui n'a pas encore été déchiffré. La première étape, c'est donc d'acquérir le décodeur pour y voir plus clair. La deuxième étape, c'est de brancher à l'électricité le décodeur pour qu'il fonctionne. Cependant, ce que nous révèle cette étude, c'est que même avec un décodeur bien branché, ce dernier fonctionnera mal si l'électricité est de mauvaise qualité. Autrement dit, certes, la compétence s'acquiert par la pratique et la répétition, mais la performance se joue sur beaucoup de détails qui pourraient nous sembler secondaires, tels que la qualité de notre sommeil, notre composition corporelle, de l'information qui nourrit notre cerveau au quotidien ou encore la nourriture que nous ingérons. Si vous êtes prêt à faire de grands changements dans votre vie, sachez que mon école de bourse, le spéculateur libre, vous enseigne tout cela. Elle ouvrira ses inscriptions pendant quelques jours, au début du mois de septembre. Cela n'arrive qu'une fois dans l'année. Pour avoir l'opportunité de nous rejoindre, vous devez être inscrit sur ma liste email afin de recevoir les informations au bon moment, et le lien est en description sous cette vidéo.